Malcolm, Jude, JB et Willem sont 4 colocataires à l'université. Pendant 30 ans, ils vont vivre ensemble, se perdre de vue, se chérir et se détester. Jude, le mystérieux, souffre d'un mal qui le ronge. Mais pourquoi est-il entouré par la mort ? Pourquoi ses amis l'empêchent de mourir, encore et encore ? Jusqu'où peuvent-ils endurer la souffrance, la leur, comme celle de l'autre ? Cette question de l'empathie, Anya Yanagihara en fait le centre de son roman « Une vie comme les autres ». Priscilla n'aurait jamais pensé s'interroger sur la souffrance aussi vite, aussi jeune. Aurait-elle dû s'accorder le droit de soulager des douleurs qui ne sont pas les siennes ? Vous écoutez Transfert, épisode 156. Le témoignage de Priscilla a été recueilli par Nina Pareja. Je vis à Paris et mes parents vivent dans le centre de la France. Je suis assez proche de mes parents et en 2016, mon père commence à être malade, ça commence à s'aggraver. Il a des problèmes de cœur et ça s'aggrave. Du coup, je vais souvent les voir le week-end. Et ma mère, en août 2017, découvre qu'elle a quelque chose à la cuisse, elle a des douleurs. Mais elle préfère attendre que mon père aille mieux pour elle prendre soin d'elle, en fait, finalement. En octobre 2017, on n'en sait toujours pas plus sur sa maladie. Elle a hyper mal, elle est pleine de douleurs. C'est très dur pour moi à vivre. Je les ai tous les jours au téléphone. Ma mère, elle pleure tout le temps. Je sais vraiment pas quoi faire. En novembre, j'ai l'appel d'un médecin qui me dit que ma mère a un lymphome. J'ai tout fait pour que le médecin m'appelle pour que ma mère soit un peu protégée et qu'elle soit pas au courant qu'elle a un cancer parce que je sais qu'elle a pas trop le moral et voilà, j'avais envie de la préserver un peu, quoi. Là, on apprend, le lymphome, qu'il y a une hospitalisation en décembre, mais du coup, tout dure et c'est compliqué, quoi, parce que ma mère, elle a toujours mal, il y a toujours pas de solution et moi, ça m'en ouf, quoi. Ça fait plusieurs mois. Je fais tout pour que ma mère soit hospitalisée à Paris, pour qu'elle voie la spécialiste. J'ai envoyé le dossier médical, le médecin l'attend, mais mes parents disent: «Non, non, non, mais nous, on bouge pas, on va rester dans le Cher, on va pas bouger, quoi». L'ancienne génération qui a ces habitudes-là, moi je comprends pas trop ça et puis je sais que l'hôpital de Bourges, c'est compliqué, quoi, parce qu'ils ont pas les moyens, il y a pas le personnel, donc je veux que ma mère, elle soit soignée au mieux, quoi. On passe Noël ensemble et ça, c'est vraiment chouette. Elle part à l'hôpital, elle revient pour les fêtes, on passe, les derniers moments de fête ensemble, mais c'est toujours, douloureux pour elle, quoi. Et puis je la sens aussi, elle perd la tête, quoi, un peu. Enfin, on joue à des jeux de cartes. Elle est super forte d'habitude et là, je la sens totalement démunie. Elle met du temps à jouer et elle perd ses moyens et ça me fait un peu peur, quoi. Ma mère, elle comprend pas pourquoi elle arrive plus à avoir la même rapidité à jouer aux jeux de cartes. Elle est ailleurs, quoi et ça l'angoisse, je sens bien qu'il y a quelque chose qui vrille, quoi. Moi, je suis hyper touchée de voir ma mère comme ça, quoi. Je m'attendais pas à la voir comme ça, mais je sais qu'elle s'est beaucoup préservée parce que mon père est malade et du coup, elle a attendu que mon père récupère pour pouvoir se soigner elle et finalement, elle a trop attendu et on en est là où on en est, quoi. Et là, c'est chaud. Après Noël, elle commence la chimiothérapie. J'ai hyper peur de la perte des cheveux. Je sais qu'elle va pas avoir un moral d'acier pour passer ça. Mais bon, on n'a pas le choix, quoi. Le 28, elle fait une fracture immédiate à la jambe. Donc ça, c'est terrible parce que le médecin nous appelle pour dire que ma mère est tombée parce que ses os étaient tellement plus bons, quoi, que elle s'est fait une fracture. Enfin, tu te lèves et tu te fais une fracture, ça, on a du mal à l'imaginer, quoi. Ses muscles, c'est du sucre. Enfin, c'est même pas ses muscles, là, c'est les os qui sont du sucre. Ils arrêtent les traitements pour l'opérer en urgence. Tout s'enchaîne très vite et là, on apprend le 19 janvier qu'elle fait un choc septique et le 22 janvier qu'elle a une septicémie à staphylocoque. En 15 jours, tout est allé super vite. Quelques jours plus tard, je reste toute une journée dans la chambre, parce qu'ils doivent l'opérer et du coup, on sait même pas comment ça se passe. Ils nous disent: «Ça va pas durer longtemps», puis finalement, on attend des heures, des minutes, enfin des minutes, des heures et les infirmières viennent pas nous voir. Je sais même pas comment avoir l'information, de savoir si elle va bien. On a l'impression de les embêter quand on va les voir: «Mais vous inquiétez pas, c'est pas encore» et on sait rien, quoi. Le médecin, il vient dans la chambre, de ma mère, il nous dit quelque chose et là, je comprends que c'est plié.
Mais mon père, lui, il a rien compris, quoi. Suite à l'annonce, je vais dans le bureau du médecin parce que, je vois bien qu'il y a quelque chose qui s'est joué. Mon père, il a pas compris la manière dont a parlé le médecin, mais moi, j'ai compris que s'il faisait plus de traitement, que c'était fini, quoi. Et du coup, je vais dans le bureau et je demande, un peu plus clairement au médecin de me dire les choses. Et du coup, il me dit qu'effectivement, là, ça va être, les soins palliatifs et que c'est la fin de vie, là. Tout ce temps-là où on a attendu pour qu'elle fasse les analyses, il y a beaucoup de choses que je comprends pas, en fait. Je suis un peu démunie, quoi. Je comprends pas, pourquoi ça a mis autant de temps à ce qu'on puisse la soigner. Je comprends pas comment ça se fait que le service, enfin, qu'ils aient pas le personnel. Puis il y a des choses qui sont dites. Enfin, ma mère, elle est plus tout à fait là. Enfin, je sens qu'elle souffre beaucoup plus psychologiquement que physiquement. Enfin, même si les douleurs physiques sont horribles, mais il y a la morphine. Mais dès qu'elle se réveille, bah, elle nous dit, «Je veux mourir» et puis, un jour, il y a un infirmier, enfin, je sais qu'elle me dit le lendemain: «Mais tu te rends compte, il m'a dit, que je devais pas faire ma gamine, parce que je pleurais et parce qu'elle était pas bien». Et je me suis dit: «Mais comment quelqu'un peut dire, quelque chose pareil, quoi?» Et du coup, ça me terrorisait de savoir que ma mère était seule, qu'elle allait pleurer et qu'il y avait des infirmiers qui étaient capables de lui dire: «Faites pas votre gamine», quoi. Je pense que les gens, ils souffrent, ils veulent pas entendre ça. Pendant cette période, je tiens un journal et j'écris pas mal, j'écris un peu et notamment, le 23 janvier, j'écris: «Je suis terrorisée. Le médecin a dit que la chimio n'était pas une priorité, qu'on ne pouvait plus l'envisager. L'après-midi est interminable, j'ai l'impression d'être seule dans un hôpital vide, sans information. Une fois qu'elle revient dans sa chambre, j'écris. On la câline, on la caresse, je lui masse le pied, mais tout ça, c'est de la gnognotte». Moi, je me sens pas du tout bien quand je vois ma mère avec les yeux, paniqués, le peu de fois où elle se réveille, c'est vrai qu'elle hurle et après on a les infirmiers qui nous disent: «Non, mais sur l'échelle de 0 à 10, votre mère, elle est à 4. Mais vous êtes pas resté dans la chambre avec elle, c'est pas possible là. On n'a pas dû voir les mêmes choses là, parce que moi, ma mère, elle est à 9. Enfin, on reste avec elle toute la journée dans la chambre, je la vois, puis je l'entends geindre, enfin c'est terrible quoi, c'est comme si on me torturait en fait. Je suis en face de la personne que j'aime le plus au monde et je la vois souffrir et je peux rien faire quoi. Il y a pas un truc, plus horrible, que j'ai vécu dans ma vie quoi. C'est vraiment, le pire. Je suis un peu démunie, par rapport à la douleur de ma mère. Du coup, je contacte une association, l'ADMD, c'est l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Je les contacte, ils sont super à l'écoute. En fait, ma tante m'a dit: «Mais pour ton grand-père, il a pu partir vite, je sais pas, il lui avait mis une piqûre qui avait fait qu'il était parti rapidement sans souffrir». Et du coup, ma mère, bah, ça s'éternise, quoi. Et puis, je sais qu'ils vont pas lui faire de traitement, donc je vois pas, pourquoi il faut attendre, qu'elle agonise. La DMD m'explique un peu ce que c'est que la sédation, la fin de vie, les soins palliatifs, et qu'effectivement, en France, ben, si le médecin, veut pas que ça s'abrège vite, ben, ça peut durer, quoi. Et il y a ce qui s'appelle des directives anticipées pour, dire ce qu'on veut, mais n'empêche qu'en France, c'est toujours pas, légal. Et ça, je comprends, les médecins peuvent pas aller contre la loi, mais moi, je comprends pas pourquoi la loi, elle change pas là, parce que là, c'est une torture, quoi. C'est une véritable torture de voir ça. J'observe ma mère, du coup, j'ai la tête, qui est toujours appuyée contre sa poitrine et j'observe, sa poitrine, monter et descendre et je voudrais qu'une chose, c'est que je la vois plus et monter pour me dire que c'est fini, quoi. Et c'est hyper dur de se dire ça parce que c'est la personne que t'aimes le plus au monde et t'as envie qu'elle meure donc c'est dur. Et du coup, je vois la morphine aussi et je me dis: «Mais punaise, ce serait si simple, d'appuyer sur ce bouton et d'augmenter les doses pour qu'elle soit libérée, quoi». Je le fais pas parce que j'ai peur, de ce qui pourrait arriver, j'ai peur des conséquences peut-être pour les médecins, j'ai peur qu'ils disent qu'un infirmier est responsable de ça, c'est pas légal donc bah, potentiellement, je peux aller en prison aussi finalement. Mon père, il est conscient de tout ça et en même temps, à des moments, puis lui, il a toujours un espoir, donc voilà, je reste en face de ces putains de piqûres de morphine, toute la journée et j'observe ma mère. Quelques jours plus tard, ma mère se réveille et elle me dit qu'elle veut rejoindre son père
Quand elle me dit qu'elle veut rejoindre son père, c'est qu'elle veut mourir, en fait, parce que son père est mort et c'est le moment qui est dur. Elle parle pas beaucoup, elle a plus beaucoup de moments de lucidité, mais quand elle en a, c'est pour nous dire qu'elle veut partir, quoi et là, c'est pire que tout parce que j'ai encore plus envie d'appuyer sur la morphine et il y a toujours quelque chose qui me retient. J'entends sa respiration, je suis attentive à tout, le mouvement de sa poitrine, les sons, c'est horrible, quoi. J'ai l'impression qu'elle se noie, en fait. Quand sa poitrine s'arrête, parfois je suis soulagée, quoi. Je suis soulagée parce que je me dis que le calvaire est fini, qu'elle va pouvoir être libérée. Moi, là, je suis démunie, je suis la plus triste au monde. J'ai pas de période de ma vie aussi difficile, quoi. C'est vraiment le moment le plus dur, que j'ai à passer, quoi. Finalement, dans cette période, j'ai pas trop le moyen de lui dire au revoir parce qu'elle est consciente, inconsciente. Le 3 février, j'écris, «Que regardes-tu?» Les infirmières nous ont dit de ne pas te solliciter, de ne pas te parler, de te caresser au minimum pour te laisser partir. Je pense que te parler n'est pas une bonne idée et ça te raccroche à notre monde alors que tu dois aller dans le suivant. Quelques jours plus tard, je rentre à Paris, il neige. En fait, je veux plus, la voir comme ça, quoi. Je sais pas, je me demande si c'est ma présence qui la raccroche au monde, si c'est autre chose, mais en tout cas, je peux plus, quoi. Faut que je retrouve ma vie, faut que je peux plus la voir comme ça. J'ai peur de l'appel de l'hôpital parce que le jour où ils m'appelleront, ça sera pour m'annoncer une mauvaise nouvelle, quoi et on m'appelle, 2 jours plus tard. On a passé des jours, entiers, à l'hôpital. J'ai pu faire du télétravail, j'ai essayé de prendre soin d'elle au maximum. Et on m'appelle pour, pour me dire que c'est fini quoi, qu'elle est morte. Et du coup, quand je reçois cet appel, je suis super triste et en même temps, je suis soulagée, en fait. Je suis soulagée parce qu'enfin, ça fait 2 semaines là qu'elle agonise, le calvaire est fini, quoi. Ouais, maintenant j'écris: «Mais comment je vais faire sans toi?» Je suis fille unique et du coup, ma mère, c'était tout pour moi et le fait qu'elle parte comme ça surtout, en fait. Je voulais pas qu'elle parte comme ça. Elle méritait vraiment pas ça. On est censé rendre des médicaments et quand je vois les boîtes de morphine, je me dis: «Mais ouais, je vais en garder une là sous la main, on sait jamais, s'il m'arrive un truc, je prends les pilules et comme ça on n'en parle plus, quoi». Je m'occupe de la cérémonie et je découvre le carnet de ma mère. Je savais qu'elle avait écrit un journal qu'elle voulait me donner plus tard, mais je l'avais complètement oublié. Dans ce carnet, elle parle des voyages qu'on a fait ensemble, de ma manière de grandir, du fait qu'elle regrette, le fait que je dois prendre mon chemin, enfin suivre un chemin quoi et elle raconte un peu tout ça et elle dit aussi que si jamais il lui arrive quelque chose, qu'elle veut pas souffrir en fin de vie et là je me dis que j'ai juste pas respecté ses volontés. Je suis terriblement déçue en fait. Déçue et insatisfaite, je suis en colère aussi. 2 semaines, c'est trop long d'agonie, quoi et du coup, j'écris une lettre à tout le monde que je remets pendant l'enterrement et j'explique un peu, nous devons avoir la fin de vie que nous souhaitons et surtout une fin de vie digne, sans souffrance. C'est fini toute cette année de souffrance, cette année où elle a pleuré tout le temps, où et puis c'est toujours la colère qui revient, quoi, de pas avoir, fait le nécessaire et de l'avoir vue souffrir comme ça, c'est le pire, quoi. La colère, c'est ce qui me permet de faire des lettres à l'hôpital, de devenir militante pour le droit de mourir dans la dignité, enfin, ouais, je suis en colère. La colère, ça me donne envie de prendre la parole sur ce sujet, j'ai envie de parler de ça, quoi, parce qu'on parle pas de la mort en France. C'est un sujet tabou. Moi, j'ai aucun problème à dire, ce que je veux pour ma fin de vie et au contraire, ça permet de vivre encore mieux et de se dire que chaque jour, ça peut être le dernier, du coup de profiter au maximum. J'ai déposé mes directives anticipées à l'ADMD, l'association droit de mourir dans la dignité et ça permet en fait de préciser sur une feuille ce qu'on veut pour notre fin de vie, en fait. Si je suis malade, je vais me battre comme une dingue, mais le jour où on me dit que c'est plié, je me casse ou je vole une boîte de morphine, c'est sûr.
Vous venez d'écouter Transfert épisode 156, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Réalisation, Nina Pareja. Mix, Camille Legras. Montage final, Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour participer au podcast, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.